Bon, j'espère ne pas être trop longue, mais les médecins font toujours beaucoup de discours. Donc vous me pardonnerez si je dépasse de 2 minutes. Pas 3, hein? Non, pas 3. J'évoquerai tout d'abord quelques lignes écrites par Ibn Nafis, un auteur du XIIIe siècle qui a enseigné et exercé la médecine à Damas et au Caire. Pour comprendre l'intérêt de ces lignes, il faut revenir sur quelques notions. Dans la conception antique, telle qu'illustrée en grec par Galien au IIe siècle de l'ère chrétienne, le sang se répand dans les veines et les artères et, à travers leurs plus petites ramifications, les plus petites ramifications des vaisseaux, termine son circuit dans toutes les parties du corps qu'il contribue à nourrir, à régénérer. Il n'y a pas de notion de circulation, mais l'image est plutôt celle de l'irrigation. Ce qui forme le sang, constamment renouvelé, est le produit de la digestion des aliments qui, dans le foie, se transforme en 4 humeurs, le sang proprement dit, la bile jaune, la bile noire ou mélancolie, le flegme. La distinction entre sang artériel et sang veineux est opérée grâce au passage du sang dans le cœur et dans les poumons. Acheminé par la veine hépatique du foie jusqu'au ventricule droit du cœur, une partie du sang va dans les poumons à travers l'artère pulmonaire pour les nourrir, tandis qu'une autre partie passe du ventricule droit au ventricule gauche du cœur à travers des pores invisibles censés être présents dans la paroi qui les sépare. Ce sang, ainsi passé dans le ventricule gauche, est mêlé à l'air venant des poumons par la veine pulmonaire et ainsi se crée le sang artériel. Telle était l'explication couramment donnée au temps d'Ibn Nafis, qui remet donc en cause, à juste titre, l'existence d'un passage direct entre ventricule droit et ventricule gauche du cœur à travers la paroi qui les sépare. Bon, le texte d'Ibn Nafis fait allusion à un pneuma, mais bon, je passe. Si vous voulez des explications sur ce pneuma, vous me les poserez tout à l'heure. Je ne veux pas abuser du temps. Mais il faut dire que bon, ce pneuma joue un rôle important dans le corps. Il assure, disons, pour simplifier les fonctions. Et sur l'origine de ce pneuma, pour certains auteurs de l'islam, cette origine est dans le foie, c'est la vapeur du sang, etc. Pour d'autres, elle est dans le cœur, et notamment grâce à l'apport de l'air des poumons. Et pour Ibn Nafis, il est clair que l'origine du pneuma est dans le cœur, d'où l'importance de sa théorie selon laquelle il n'y a pas de passage entre le ventricule droit et le ventricule gauche direct, et que tout le sang venant du foie et du ventricule droit passe par les poumons, où il reçoit de l'air. Si je me suis un peu étendue, tout en simplifiant beaucoup, sur cet extrait d'Ibn Nafis, c'est parce qu'il renferme ce qui est souvent considéré par les historiens comme la découverte de la médecine arabe, formant une première étape, encore timide, vers l'explication de la circulation sanguine par William Harvey en 1628, qui mit un terme à cette image d'un sang irriguant et se perdant dans toutes les parties du corps. Le transit par les poumons et la négation d'un passage du sang entre les 2 ventricules du cœur, tel que décrit par Ibn Nafis, ne furent repris que par quelques auteurs postérieurs de langue arabe et n'amenèrent pas un bouleversement de la représentation générale du parcours sanguin. Il est possible que des échos de l'innovation d'Ibn Nafis soient parvenus en Europe au XVIe siècle, mais l'historien, à ce sujet, ne dispose d'aucune preuve écrite conservée. Encore davantage que dans d'autres domaines scientifiques, l'histoire de la médecine ne se limite pas à une énumération de découvertes. Les siècles médiévaux furent pauvres en découvertes. Ils n'en furent pas moins des jalons importants dans la construction d'un savoir médical. Si Ibn Nafis, au XIIIe siècle, fut en mesure de remettre en cause une idée reçue, c'est qu'il pouvait s'appuyer sur tout un savoir structuré et toute une réflexion élaborée par ses prédécesseurs, en particulier par Avicenne, dont il commente l'ouvrage médical principal intitulé «
canon, c'est-à-dire ensemble de règles de la médecine. Donc, après ce détour par le cœur d'Ibn Nafis, j'en viens au cœur de mon sujet d'aujourd'hui. La médecine est-elle une science ou un art? Quelle place occupe-t-elle au sein de l'ensemble des savoirs qui se fondent sur une démarche rationnelle? Comment passe-t-on des connaissances théoriques à leur application pratique sur le corps humain? Telles furent les questions que tout auteur d'un ouvrage médical était amené à se poser. Les trois grands auteurs que j'ai choisi d'évoquer aujourd'hui ont pour point commun de ne pas s'être intéressés qu'à la médecine. Nous en avons déjà eu l'écho avec Avicenne. Avicenne et Averroès furent, comme il est bien connu, des philosophes majeurs. Et reprenant avec des options qui leur furent propres le projet d'Aristote, il n'y eut guère de sujets considérés aujourd'hui comme scientifiques qui leur échappèrent. Arazi, qui les a précédés, fut aussi philosophe, mais du fait du caractère jugé non conforme sur certains points à l'orthodoxie musulmane, ses écrits en ce domaine ne nous sont conservés qu'à travers des extraits cités par ses détracteurs. En revanche, nous conservons de lui des écrits alchimiques, et il fut sans doute, parmi les trois auteurs que j'évoquerai aujourd'hui, le plus engagé dans une pratique médicale. Sur la pratique d'Averroès, nous ne savons pas grand-chose. Il était essentiellement juriste de formation. Il dit lui-même n'avoir exercé la médecine que sur lui-même, sur sa famille et sur quelques amis. Quant à Avicenne, ce fut dans le cadre des multiples cours princières qu'il a fréquentés entre son lieu de naissance, Boukhara, dans l'actuel Ouzbékistan, et son lieu de mort, Hamadan, dans l'actuel Iran, qu'il a occasionnellement pratiqué. Au début de son monumental ouvrage, donc c'est ce que j'ai reproduit là, le canon de la médecine, qui vise à rassembler toutes les connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux médecins, Avicenne donne la définition suivante, donc que vous pouvez lire. La médecine est une science par laquelle on connaît les états du corps humain, selon qu'il est en santé ou qu'il ne l'est pas, afin de préserver la bonne santé lorsqu'elle existe et de la restaurer lorsqu'elle manque. Cette définition, qui peut paraître banale à première vue, est en réalité bien pesée. Elle s'inspire de la définition que donnait Galien dans l'une de ses œuvres intitulée « Des sectes pour les débutants », le mot secte étant à prendre au sens d'école de pensée. Galien, de manière assez polémique, y décrivait les différents courants et les différentes méthodes en matière de médecine de son temps. Avicenne avait en effet connaissance, à travers des traductions de l'arabe, d'un grand nombre d'ouvrages de Galien, et nous avons la preuve qu'il posséda en particulier un manuscrit du traité des sectes, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France, daté de 407 de l'Hégire, c'est-à-dire 1016, il porte la mention de possession par Avicenne. Si Avicenne a choisi cette définition plutôt qu'une autre, c'est pour deux raisons principales. En premier lieu, il n'est question que de santé conservée ou perdue, et non de maladie, par exemple. Une autre définition présente dans un ouvrage de Galien, encore plus répandu que celui des sectes, à savoir l'art médical, mentionnait en effet trois états du corps. La médecine est la science de ce qui est sain, malsain et neutre. En choisissant la définition qui ne comportait que la référence à la notion de santé, conservée ou perdue, Avicenne évitait de poser d'emblée la question d'un troisième état du corps, dit neutre, une question amplement débattue et sur laquelle il allait revenir un peu plus loin dans le canon. L'autre raison du choix de cette définition est à trouver dans la seconde partie de la définition. Je cite, je lis « afin de préserver la bonne santé lorsqu'elle existe et de la restaurer lorsqu'elle manque ». La médecine n'a pas pour objet l'étude du corps humain en général, mais en tant qu'il est en santé ou qu'il ne l'est pas, et dans le but d'agir. La finalité pratique est ainsi inscrite dans la définition. Mais il ne faut pas s'y tromper, il y a aussi une science de la pratique, laquelle ne se ramène pas à un simple savoir-faire ou à un ensemble de gestes à accomplir. C'est la deuxième citation que j'ai donnée. Quand on dit que la médecine est théorique et pratique,
il ne faut pas comprendre qu'une partie soit de la science et l'autre l'exercice pratique. Aucune des deux parties n'est autre chose que de la science, l'une étant la science des principes de la médecine et l'autre la science de la manière de l'exercer. Sans aborder ici le sujet complexe de la définition d'une science dans la tradition aristotélicienne qui est celle d'Avicenne, disons que la partie pratique de la médecine est aussi une science en ce sens qu'elle découle de données théoriques démontrables et qu'elle repose sur un lien de cause à effet dont l'existence, à l'origine, a été mise en évidence par une considération de l'ordre de l'expérience, mais qui peut être justifiée logiquement. Passons à ma troisième citation. Il est des choses sur lesquelles il suffit aux médecins, en tant que médecins, de se représenter scientifiquement ce qu'elles sont et de croire en leur existence, en se fiant à ce qu'ont dit les auteurs de la science naturelle. Sur certains sujets, donc, le médecin doit s'en remettre aux données fournies par une science supérieure à la médecine, la science naturelle, laquelle fait partie du temps d'Avicenne, comme dans l'Antiquité et pour longtemps, de la philosophie, Aristote en fournissant le modèle. Le médecin doit donc, en tant que médecin, suivre sur des sujets hors de sa portée ce que dit le philosophe. Dite brutalement, sans explication, cette formule peut paraître absurde de nos jours. Transposée en termes d'aujourd'hui, elle l'est moins. En effet, du temps d'Avicenne, la théorie médicale véhiculait des connaissances qui aujourd'hui relèvent plutôt de la physique, de la biologie ou de la psychologie, ces connaissances du temps d'Avicenne étant du domaine du philosophe. C'est donc une clarification des limites de la science médicale qui est proposée. Le problème du temps d'Avicenne fut que les données que le médecin devait recevoir d'une science supérieure étaient en grande partie tirées d'Aristote et que, sur des sujets aussi importants que le siège de la sensation, le cœur pour Aristote, le cerveau pour Galien, il y avait discordance entre philosophie et médecine. Et c'est là qu'intervient la finalité pratique de la médecine, mise en avant dès la définition. Même si les données du philosophe correspondent à une vérité d'ordre supérieur, la théorie médicale peut en dévier quelque peu au nom de l'efficacité thérapeutique. Dans le cas d'une perturbation de la sensation, il faut soigner le cerveau, son instrument direct, et non le cœur, même s'il en est l'origine première. Quant à l'état neutre, postulé par Galien, en contradiction donc avec une déclaration d'Aristote selon laquelle il ne peut y avoir de milieu entre les contraires que sont l'âme santé et la maladie, sa prise en compte n'a aucun intérêt dans la pratique. Il suffit de savoir si on a affaire à un corps qui a gardé la santé ou qui l'a perdue. Je me suis longuement attardée sur le cas d'Avicenne, car il m'a permis de présenter à grands traits la question de ce qu'est la médecine. Avec Averroès, on passe de l'Asie centrale de la fin du Xe siècle et du début du XIe à l'espace musulman andalou du XIIe. L'ouvrage médical principal d'Averroès, Les généralités de la médecine, est conçu pour ne porter que sur le cadre théorique au sein duquel doit se déployer la médecine. De la définition que je vous ai donnée, n'en retenons pour l'instant que certains éléments. La médecine n'y est pas définie comme une science, mais comme un art opératoire, on pourrait dire une technique, bien que ce n'est pas tout à fait comparable. Elle est comparable à l'art de la navigation ou à la conduite des armées, nous dit Averroès. Cet art opératoire n'est cependant pas un simple savoir-faire acquis par apprentissage. Il s'appuie sur des principes vrais. Les principes vrais, pour Averroès, ce sont ceux livrés par la philosophie, la science naturelle. A fortiori privée de ce qui relève aujourd'hui de la physique et de la biologie, la théorie médicale, chez Averroès, est aussi privée de la physiologie, qui elle aussi revient à la philosophie. Il n'y a donc pas d'adaptation possible de la théorie médicale en vertu d'une efficacité thérapeutique par rapport aux données de la philosophie. Les données démontrables ne relèvent pas de la médecine, dont les connaissances s'acquièrent essentiellement par la voie de l'expérience. Les bases proprement médicales de la théorie, qui ne sont pas empruntées à la philosophie, sont limitées à l'anatomie et à la pharmacologie. Revenons à la citation que j'ai donnée.
La médecine est un art opératoire tiré de principes vrais par lesquels sont recherchés la conservation de la santé du corps humain et la suppression de la maladie selon ce qui est possible dans chaque corps. Le but n'est pas de guérir obligatoirement, mais de faire le nécessaire selon la mesure et le moment convenable, puis d'attendre le résultat. La médecine, qui a pour vocation de traiter un corps en particulier, par nature, ne peut être une science, car ces règles ne donnent pas toujours lieu dans la pratique à l'effet escompté. Ces règles sont valables le plus souvent, mais non toujours. Comme dans l'art de la navigation ou l'art militaire, des conditions particulières peuvent remettre en cause le plan initial. On est donc dans le domaine de la conjecture et non de la nécessité. Les généralités de la médecine d'Averroès, traduites en latin tardivement en 1285, ont eu une influence notable sur la réflexion médicale occidentale. Les accommodements proposés par Averroès pour suivre la philosophie naturelle d'Aristote, tout en introduisant les avancées indéniables des connaissances chez Galien et après lui, n'ont en général pas convaincu. Mais ces accommodements ont permis de remettre à plat des théories ainsi que de réévaluer le rôle de l'expérience en médecine. De même, ils ont ancré l'idée qu'il ne pouvait pas y avoir de décalage important entre ce que dit la science naturelle, les sciences de la nature, et la théorie médicale. Il ne me reste que peu de temps pour évoquer Razi, le plus ancien de mes trois auteurs, qui exerça à la fois dans son Iran natal et à Bagdad au tournant des 9e, 10e siècles. Razi fut sans doute le plus grand médecin de l'islam médiéval. Il n'a pas laissé de définition claire de la médecine, et c'est l'ensemble de ses œuvres qui permet de discerner la conception qu'il en avait. Je n'ai relevé que quelques titres parmi de nombreuses œuvres. Le premier titre, Livre complet de la médecine, est un immense ouvrage qui fut mis en forme après sa mort à partir de ses notes. Dans ces notes se trouvaient à la fois des citations en arabe d'innombrables d'auteurs de toutes origines, grecs essentiellement, mais autres aussi, indiennes, persanes, syriaques, etc. Donc à la fois des citations innombrables d'auteurs et des récits de cas rencontrés dans sa pratique, notamment dans le cadre de l'hôpital islamique où il a exercé. Convaincu de la valeur d'un savoir cumulatif qui progresse en ajoutant ses propres expériences aux résultats obtenus par les prédécesseurs, il s'est donc livré à une lecture approfondie et critique des œuvres passées et à l'observation clinique des malades avec une grande précision. De cette précision témoigne notamment son traité de la variole et de la rougeole qui, à travers des traductions en anglais, en français, en allemand, fut lu encore par les médecins au milieu du XIXe siècle. Comme je l'ai dit, si je retrouve mon passage, j'ai presque fini, je préviens. J'ai presque fini, mais je ne retrouve plus mon passage. Comme je l'ai dit, Razi fut aussi philosophe. Et dans ce cadre de la philosophie, il ne s'est pas seulement intéressé à la science naturelle, il était d'ailleurs atomiste, il avait une conception atomiste de la matière. Mais il n'a pas été philosophe uniquement du point de vue de la science naturelle. Dans la ligne du traité de Galien que l'excellent médecin est aussi philosophe, Razi considère que le médecin doit aussi se mêler de morale, mais contrairement à son prédécesseur grec, il considère que le médecin doit se préoccuper de ce qu'est l'âme. Deux traités que j'ai mentionnés dans ma liste, du livre pour Al-Mansour et de la médecine spirituelle, se répondent et sont conçus pour être lus conjointement. Dédiés à un non-médecin, un dirigeant, l'un ne traite que du corps, l'autre a une portée morale, du fait que pour Razi, non seulement l'âme et le corps sont indissolublement liés au cours de la vie, mais le sort de l'âme dépend après la mort de la condition qu'elle eut dans le corps vivant. D'où l'importance de veiller au bon état du corps, ce qui est l'objet de la médecine, dont chacun, même non médecin, doit connaître certains enseignements,
non pas pour se faire de l'automédication, mais afin de se préserver et de faire appel au médecin quand il le juge nécessaire. Avicenne et Averroès ont aussi, comme il est bien connu, plus longuement d'ailleurs, disserté sur l'âme dans le cadre de leurs œuvres philosophiques, autant aux médecins toute compétence en ce domaine. Sans mélanger non plus morale, spiritualité et médecine, Razi, sans nul doute, était d'avis que le médecin, même en tant que médecin, se devait d'être philosophe. Et on peut ajouter, en renversant la formule, que selon lui, le philosophe se devait d'être médecin, du moins de posséder des connaissances médicales. Je vous remercie.